Bonne nouvelle pour les opérateurs économiques. Le Trésor public est désormais en mesure de régler les mandats de 2023 et 2024. Les paiements ont commencé aujourd'hui avec, comme l'avait annoncé le ministre de l'Économie et des Finances. Lutte contre le VIH-Sida, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a rencontré les fédérations sportives au cours des échanges. L'importance du sport dans la lutte contre le VIH-Sida. À suivre tous les détails dans ce journal avec Ibrahim Kaou Konati. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction en Conakry, en République de Guinée. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, est arrivé ce matin dans la capitale guinéenne pour une visite d'amitié et de travail. À son arrivée, il a été accueilli à l'aéroport Ahmed Sékou Touré par son homologue guinéen Amadou Ouriba et la communauté malienne. Le Premier ministre conduit une mission gouvernementale comprenant le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, le ministre de l'Économie et des Finances Alousseni Sanou, le ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madena Sissoko et le ministre de l'Élevage et de la Pêche Youbaba. Au centre de cette visite, la coopération économique. Le Premier ministre aura des entretiens avec son homologue guinéen avant d'être reçu par le président de la République de Guinée. Eh bien, l'arrivée donc ce matin à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré Conakry du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga et sa délégation. À suivre donc les détails de cette visite dans nos prochaines éditions avec Mamari Koné et Alou Touré. Les États de la Confédération de l'AES dénoncent une violation de leur espace aérien. Dans un communiqué lu ce lundi, la Confédération dénonce avec la plus grande fermeté la violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Plus de détails suivant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Momedena. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024, ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Autre point de l'actualité, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a procédé hier au lancement des activités de la 2e édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation de l'utilisation des symboles de l'État. C'était au Conservatoire des arts et métiers multimédia Bala-Fassega Kouyaté. Cette semaine vise à informer, former et sensibiliser la population sur les symboles de l'État. Reportage signé Mamari Koné et Alou Touré. Montée des couleurs nationales.
exécution de l'hymne national du Mali et de celui de la Confédération des États du Sahel, AES. Les activités de la deuxième édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État sont ainsi lancées. Cette Semaine nationale est une belle opportunité d'aller à la découverte des symboles de l'État, fondement de notre identité nationale. Les 5 symboles retenus sont le drapeau, l'hymne national, les armoiries, la devise et le sceau. Peu connus, les symboles de l'État sont souvent mal utilisés par les citoyens. Et le choix du conservateur des arts et métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté pour abriter le lancement n'est pas fortuit. Après l'édition de 2024, à la faveur de l'année de la culture, le ministre de la Justice a entendu emprunter le même attelage que celui en charge de la culture pour magnifier et la culture et les symboles qu'il apporte. L'art et la culture, dans toutes leurs expressions, constituent en effet des vecteurs puissants de diffusion et de sensibilisation du drapeau national, de l'hymne national, de la devise de la République, du sceau de l'État et des armoiries de la République. Les professionnels de l'art savent mieux que quiconque exprimer en son et en image les valeurs profondes et spécifiques que véhicule chacun de ces symboles. La conférence inaugurale sur le thème « L'hymne national et nous », l'inspiration du symbole est animée par l'ancien ministre Mohamed Salikene Koulibaly. Occasion pour lui d'expliquer le contenu, la philosophie et les 10 thèmes de l'hymne national. Selon lui, l'hymne national est un patrimoine à l'honneur de la nation et à la gloire de ses bâtisseurs. Tous les couplets de l'hymne national ne sont pas connus. Des liaisons inappropriées se font, le ton et le tempo sont des fois discordants. Notre Constitution du 22 juillet 2023, en son article 31, érige toutes les langues nationales en langue officielle du Mali. Dès lors, il convient d'avoir une traduction de l'hymne national dans toutes nos langues. Selon le Premier ministre, cette semaine, placée sous le haut patronage du président de la transition, est dédiée à l'information, à l'éducation et aussi à la formation de l'ensemble de la population sur les principaux symboles de l'État dans le cadre de la refondation de notre pays. Cette semaine nationale revêt dans son contenu le contour d'une véritable campagne d'éducation civique et patriotique à un moment où notre pays est engagé dans un processus de refondation de l'État avec tout ce que cela impose comme comportement positif à adopter pour un changement qualitatif dans la gouvernance et la citoyenneté. Les symboles de l'État jouent un rôle essentiel dans la formation des citoyens. Ils inculquent le respect des lois et des institutions. Ils nourrissent le patriotisme, l'amour de la patrie et le sens du devoir civique. Et enfin, ils servent de support pédagogique dans les écoles, les cérémonies officielles et les commémorations. Les symboles de l'État ne sont pas de simples images ou mots. Ils constituent le ciment de notre nation, le reflet de son histoire et la boussole de son avenir. Le chef du gouvernement a également insisté sur le rôle des médias dans la vulgarisation des symboles de l'État en vue de leur respect. La puissance médiatrice des artistes et créateurs portera à destination le verbe de nos symboles d'identité nationale. Le Mali chanté par l'hymne national, les couleurs de la bannière vert, or, rouge, l'écho de notre devise « Un peuple, un but, une foi », mais aussi l'empreinte du lion debout, l'altier du sceau et du vautour impérial qui plane sur nos armoiries. Voilà les fils de tissage de la toile des sessions d'initiation, de familiarisation de ce programme d'appropriation des symboles officiels. Il est heureux de constater que les symboles de l'AES n'ont pas été oubliés par les organisateurs. La place des médias dans cette campagne de vulgarisation des symboles de l'État est évidente. À travers l'information et la sensibilisation des publics cibles, il s'agit à la fois des acteurs étatiques, privés et communautaires, avec une mention particulière pour la participation effective de nos compatriotes établis à l'extérieur, rivés constamment au chevet de notre patrie. Il ne fait aucun doute que sous le leadership éclairé du premier magistrat, le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement et moi-même, les Maliens et les Maliennes de tous horizons, nous sommes tous résolus de gagner le combat de l'esprit civique et patriotique. La visite des stands d'exposition a mis fin à la cérémonie de lancement des activités de cette deuxième édition de la Semaine nationale pour l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État.
Finance maintenant, la loi des finances 2026 prévoit une croissance de 6,3% en 2026 contre 6,1% en 2025. L'adoption a été faite hier en session plénière par les membres du CNT. La loi des finances est un budget en mode programme et tient compte des grands équilibres macroéconomiques. Les membres du CNT ont adopté à l'unanimité des 125 voix des membres présents et donné quitus au ministre de l'économie et des finances pour l'exécution de ce budget, nous dit Mamadou Fane. La deuxième partie de l'examen de la loi des finances 2026 a fait l'objet d'une présentation minutieuse des moyens des politiques publiques de chaque département ministériel, autorités indépendantes et organismes spécialisés. À l'analyse des différentes lignes budgétaires, les membres du CNT ont formulé des recommandations. Ainsi, certains départements ministériels ont vu leur budget légèrement augmenter. Après examen département par département, autorité indépendante par autorité indépendante, et organismes spécialisés par organismes spécialisés, la loi des finances 2026 a été adoptée à l'unanimité des 125 membres du CNT présents dans la salle. Le Parlement a voté à l'unanimité pour le budget qui s'élève à 3 578 milliards de francs CFA en dépenses et à 3 058 milliards de francs CFA en recettes, soit un déficit budgétaire de 520 milliards de francs CFA qui se dégagent. Nous remarquons que les recettes augmentent de 15% par rapport à 2025 et les dépenses augmentent de 11% par rapport au budget initial de 2025. Nous pouvons également noter que le déficit budgétaire diminue de 10% par rapport à 2025, car en 2025 on avait un déficit de 540 milliards et cette année, les prévisions s'établissent à un déficit de 520 milliards de francs CFA. Ce budget a été voté par le Parlement compte tenu des grands équilibres et des tendances toutes à la hausse des indicateurs. Le taux de croissance attendu est de 6,3% contre un taux de croissance réalisé de 6,1% en 2025. Le taux du déficit budgétaire s'établit à moins 2,2 contre moins 2,7 en 2025. Le taux d'inflation reste maîtrisé également à 2,5% contre 2,7 en 2025. Le taux des dettes, l'endettement sur le PIB s'établit à 42,3% contre 42,4 en 2025. Donc nous pouvons dire qu'avec ces trois critères, le Mali respecte les trois critères de premier rang, des critères de convergence de l'UEMOA. Ce budget est un budget qui est orienté vers la souveraineté et le développement économique. Ainsi, sur les 134 programmes que comporte la loi des finances 2026, 22 ont enregistré des diminutions, 98 connaissent une augmentation et 14 programmes n'ont pas varié. Nous sommes dans un budget en mode programme, nous en avons 134. Et l'essentiel, c'est les budgets opérationnels qui sont au nombre de 92 contre seulement 29 programmes de pilotage. Nous avons 319 actions, dont 181 pour le programme opérationnel. Nous avons 439 objectifs à atteindre à partir de 1048 indicateurs. Et sur ces indicateurs, il y a 718 qui concernent les budgets opérationnels. Quant aux comptes spéciaux du Trésor, ils passent de 113 milliards 763 millions de francs CFA à 114 milliards 57 millions de francs CFA en 2026, soit une augmentation de 0,28%. La loi des finances prend en compte les performances macroéconomiques avec une croissance du PIB en hausse. Toujours avec la finance, le Trésor public démarre aujourd'hui le paiement des mandats de 2023-2024. L'annonce a été faite par le ministre de l'économie et des finances. Le montant de cette dette intérieure est estimé à plus de 300 milliards de francs CFA. On en sait plus avec Nyanya Alou Traoré. Si vous êtes opérateur économique ayant un mandat en souffrance au niveau du Trésor public,
Fini l'attente. Dès ce mardi 9 décembre, la structure sera en mesure de payer tous les mandats de 2023-2024. Le gouvernement de la transition a décidé de réaliser un paiement important de l'ordre de 312 milliards de francs CFA de la dette intérieure due aux opérateurs économiques. Cette annonce va amener le sourire sur les lèvres de nombreuses personnes. Et c'est justement l'objectif recherché par les autorités de la transition. Le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a promis à ses compatriotes un climat des affaires les plus adéquats. Et cette réduction de la dette intérieure va dans ce sens. Suivant les instructions des plus hautes autorités, notamment son Excellence le président de la transition, chef de l'État, qui a toujours indiqué que tous les efforts soient engagés dans le but d'assurer un meilleur climat des affaires et d'assurer aux opérateurs économiques la continuité de leurs activités malgré toutes les crises que nous connaissons. Nous avons bien voulu mettre en place ce paiement important compte tenu du fait que nous venons également de recevoir des ressources importantes suite à l'audit, à la négociation et à la renégociation des contrats miniers. Cet important paiement est la suite logique d'une opération débutée depuis septembre 2024. Le ministère de l'Économie et des Finances et le Trésor public ont enregistré un stock de mandats de paiement de l'ordre de 600 milliards de francs CFA. Un montant revu à la baisse sur instruction du président de la transition en son temps dans le cadre du maintien des activités économiques. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 439 milliards de francs CFA, ce qui veut dire que sur une année, des efforts considérables ont été faits pour réduire d'environ 200 milliards le niveau du stock. Et il faut rappeler que pendant cette période, les paiements des mandats au niveau du Trésor ont atteint 1654 milliards de francs CFA. Donc d'octobre 2024 à octobre 2025, le Trésor a eu à payer 1654 milliards de francs CFA de mandats aux opérateurs. Donc ce qui nous a amené à un stock aujourd'hui de 439 milliards qui se décompose en 342 milliards pour les opérateurs économiques et 97 milliards pour les institutionnels. Donc les paiements des 312 milliards de francs CFA vont nous amener à un stock à date de 127 milliards de francs CFA, ce qui est quand même un record et montre vraiment tout l'engagement que nous mettons pour vraiment la poursuite des activités des opérateurs économiques. Plus de mandats au Trésor public à partir de ce mardi sur les années antérieures à 2025. Oui, le paiement des 312 milliards de francs CFA va s'étaler sur 3 mois et ce sont tous les mandats de 2023 et 2024 qui seront payés. Également, il y aura des paiements importants concernant l'année 2025. Tous les petits mandats inférieurs à 10 millions seront payés jusqu'en mars 2025. Également, les mandats concernant les chantiers ou les domaines sensibles, comme les écoles privées, les engrais, les indemnisations suite aux travaux routiers, les mandats de la défense, les mandats sur les travaux routiers ou les infrastructures hospitalières, tous ces mandats seront régulièrement payés et ce qui fait que nous allons atteindre ce seuil de 312 milliards de francs CFA. Cette nouvelle atteste de l'amélioration constante de la situation économique du Mali. Elle n'est pas un leurre, bien au contraire. Sur le marché financier sous-régional, tous les voyants sont au vert au regard de nos performances macroéconomiques sur la base des données de la commission de l'UEMOA. Et ce n'est pas tout. Une mission du FMI qualifiait les perspectives de bonnes en faisant état d'une croissance de 6,3% pour 2026. C'est donc confiant en l'avenir du pays et en la capacité des populations maliennes que le ministre Al-Husseini Sanou a réitéré tout l'engagement des autorités à assurer un mieux vivre au Mali. Je voudrais rappeler que ce programme important va permettre non seulement à notre système bancaire d'avoir des ressources importantes, mais également aux opérateurs de pouvoir vraiment avoir de la liquidité. Et je voudrais saisir cette opportunité pour les remercier de leur résilience et leur dire que, en tout cas, le pays leur sera reconnaissant de tous les efforts qu'ils ont faits et de toute l'attente dont ils ont fait montre pendant ces périodes de crise et que nous ne ménagerons nous-mêmes aucun effort pour pouvoir leur assurer en tout cas le paiement régulier de ces mandats. Je voudrais également les exhorter une fois de plus à continuer de faire confiance
au Mali est d'investir, parce qu'il s'agit de payer pour qu'ils fassent d'autres investissements. Parce que ce n'est que lorsque le cycle il tourne que nous avons l'investissement. Le ministre Sanou a par ailleurs indiqué la reprise très bientôt des appuis budgétaires au regard de certains échanges avec des partenaires techniques et financiers. Mois de lutte contre le VIH-Sida, le monde du sport rejoue sa partition. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdelkassim Ibrahim Fomba, parrain de la première semaine, a échangé avec les fédérations sportives. Le thème est l'importance du sport dans la lutte contre le VIH-Sida. Les détails avec Ibrahim Kaoukounate et Tchedje Kamara. Comment le sport peut-il contribuer à la réduction du taux de contamination du VIH-Sida? La recherche de la réponse à cette interrogation constitue l'objet de cette rencontre du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, avec les dirigeants de certaines fédérations et associations sportives. Cette initiative, effectivement, nous avons voulu que vous soyez associés au plus haut niveau des fédérations. Tout simplement parce que, vous le savez très bien, on ne peut pas dissocier le sport de la santé, ni la santé du sport. Et c'est, je pense que tout à fait normal et adéquat à ce que vous soyez impliqués dans un processus national que le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida est en train de faire. Ce cadre d'échange et de sensibilisation avec les dirigeants sportifs permet de toucher le maximum de joueurs qui constituent des références pour la nouvelle génération. Au Mali, nous sommes à 0,76% de prévalence. On était à 1% en 2021. En 2024, nous sommes à 0,76%. Et cette prévalence, la couche jeune est la couche la plus touchée. Comment il faut atteindre cette couche juvénile ? On ne peut pas aller ailleurs, en dehors du département de la jeunesse. Et au sein du département de la jeunesse, il y a le sport, qui est un facteur important de sensibilisation, de mobilisation de cette jeunesse, afin que cette jeunesse puisse se protéger contre la maladie. Ce séminaire est très important et très intéressant, car ça donne des idées à nous, présidents, pour disséminer ces idées au sein des jeunes que l'on encadre, pour qui nous sommes souvent des références, et donc ils leur permettent de construire leur vie et de construire le pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, parrain de la première semaine du mois, entend poursuivre des actions similaires pour que la lutte contre le VIH-Sida puisse être effective. À l'ère où les réseaux sociaux deviennent aussi des lieux d'agression, 25 jeunes femmes renforcent leurs compétences pour mieux se protéger et défendre un Internet plus sûr. C'est dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Initiative portée par le projet Djigia de l'ONG CAEB en collaboration avec le CNJ Mali. Compte rendu Adam Maïga. Ils sont 25 jeunes et femmes qui ont été outillés pendant une journée de session sur la citoyenneté numérique, l'identification des violences en ligne, les techniques de contre-discours et la création de contenu positif. Une formation qui arrive à point nommé selon Mariam Nafougou, victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Quand je suis venue sur les réseaux sociaux, à la base, on commençait par poster nos propres photos. La plupart du temps, on subit des violences. Moi qui ai été victime de ça, comment est-ce que j'ai géré? J'ai dû aider certaines femmes et puis aujourd'hui utiliser ces réseaux sociaux-là efficacement, faire mon travail, ce qui me permet en fait de véhiculer ce message et à travers mes réseaux, mais avec mon entourage, qui fait que la plupart du temps, tu arrives au moins à canaliser les jeunes filles qui veulent venir sur ces réseaux-là. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Elle est initiée par le projet Djigia et mise en œuvre par l'ONG CAEB. Nous avons souhaité, avec le Conseil national de la jeunesse, organiser un atelier avec les jeunes pour qu'ils puissent mieux utiliser les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont des relais qui donnent de l'information à la population, mais souvent il y a des informations qui peuvent porter atteinte
vraiment à ceux qui sont en train d'utiliser ces réseaux sociaux. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité organiser cet atelier, apporter assez de compétences en lien avec l'utilisation du numérique, mais également les permettre de diffuser des messages qui font la promotion de la lutte contre les VBG. Alors, nous attendons beaucoup de cette formation. À la suite, nous voulons avoir des ambassadrices. La formation, c'est une première étape. Mais à la fin, on voudrait avoir des ambassadeurs pour notamment relayer la bonne information sur les réseaux sociaux. La session de formation s'achève, mais le combat contre les violences en ligne continue. Remise ce vendredi des distinctions aux philanthropes, leaders et entrepreneurs pour leur engagement pour le développement du Mali dans la lutte contre la consommation des stupéfiants. L'événement, qui est à sa 3e édition, est une initiative de l'Association des jeunes qui lutte contre la consommation des produits stupéfiants. On fait le point avec Douraté Diakité et Abouakar Traoré. Une marque de reconnaissance des efforts et actes de patriotisme manifestés par l'Association des jeunes qui luttent contre la consommation des produits stupéfiants à l'endroit des personnes de bonne volonté. 20 lauréats, dont des entrepreneurs et leaders religieux, reçoivent des distinctions pour leur contribution dans la lutte contre la consommation des stupéfiants et pour leur action humanitaire et éducative. C'est avec une grande émotion et une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que lauréate de cette belle initiative contre la consommation des produits stupéfiants. Je tiens à saluer l'association pour cette cause noble, protéger la jeunesse, sensibiliser, prévenir et encourager des modèles positifs. Nous avons à peu près 2000 enfants chaque jour qu'on côtoie et malheureusement, il est très difficile aujourd'hui de trouver une école à Bamako où la drogue ne circule pas. C'est pourquoi j'ai tenu à être là, remercier les donateurs, mais aussi demander aux autorités qu'aujourd'hui l'air est très grave. Il s'agit d'agir. Stopper la consommation des stupéfiants qui nuisent à la santé, c'est le défi que nous devons tous relever à travers tout d'abord des messages de sensibilisation, affirme le représentant du parrain. Il est temps pour nous de sensibiliser les jeunes, mais aussi bien les pères de famille, les mères de famille. Il est temps pour nous de sensibiliser les enseignants qui aujourd'hui s'occupent des enfants à l'école. Le choix a été fait suite à des demandes au niveau des radios, au niveau des sites web, au niveau des grains, au niveau des riz, pour savoir réellement les gens qui sont en train de travailler, combien d'employés ils ont, comment est-ce qu'ils ont commencé pour leur prendre. Selon M. Kalossi, nombreux sont les jeunes qui ont échoué au recrutement dans l'armée en raison de l'usage des stupéfiants. Les participants à cette cérémonie recommandent la vigilance des parents et la multiplication des centres de désintoxication. Promouvoir l'emploi et la formation des jeunes dans le cadre, dans le domaine de l'agro-pastoral, tel est l'objectif du projet d'appui aux organisations des populations. Le projet PAOD P3 a été lancé à Mopti. Le reportage est signé Mahmoud Ouedrago Diakalia Traoré. Ensemble, agissons pour des communautés pastorales mieux formées, mieux insérées, plus unies et pleinement reconnues dans la politique publique. C'est le thème de l'atelier national du lancement officiel du programme d'appui aux organisations pastorales, la PAODP3, dans la région de Mopti, financé par la coopération suisse et mise en œuvre par l'ONG Delta Survie en partenariat avec la SNV. Le projet vise à renforcer la formation continue des jeunes dans le domaine agro-pastoral et la lutte contre les conflits communautaires au Mali. C'est un programme qui vise quand même à la formation des jeunes pasteurs, à la formation des jeunes des populations hautes et à insérer ces jeunes-là pour qu'ils puissent développer des activités économiques et qu'ils puissent aussi s'insérer à leur propre compte. Cet atelier est stratégique pour bâtir des partenariats solides avec des agro-pasteurs pour une mise en œuvre saine du programme. Pour Delta Survie, la mise en œuvre du PAODP3 est à la fois une responsabilité et un appel à renforcer encore davantage notre engagement aux côtés des acteurs locaux. L'initiative PAODP3 arrive à point nommé. Elle s'inscrit dans la continuité des efforts déjà déployés pour renforcer la résilience des jeunes, des femmes, des organisations pastorales et des communautés hautes. La phase 3 du programme ambitionne notamment de former 4000 jeunes agro-pasteurs et d'en insérer
2000, tout en consolidant la cohésion sociale, l'autonomisation économique et la prévention des conflits dans les zones d'intervention. Le lancement du programme national vise à partager l'ensemble des informations et documents du PAODP3 avec les parties prenantes afin d'harmoniser les niveaux de compréhension des acteurs. Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.